Donc, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire où on va discuter ensemble pendant l'heure qui arrive sur les meilleures pratiques à adopter pour conserver vos positions SEO lors de la refonte de votre site. Donc pour ma part, Naïma Brahimi, je suis directrice du pôle marketing et CRM chez Adimeo. Et moi, je suis Mathilde Husson, enchantée, bonjour, consultante marketing chez Adimeo. Alors une rapide petite introduction sur Adimeo avant de rentrer dans le vif du sujet. Adimeo, on est une entreprise avec laquelle on accompagne du coup nos clients pour faire du digital vraiment le levier de croissance de nos clients. Donc ça peut passer par la mise en place de nouveaux outils, de nouveaux dispositifs digitaux, de nouvelles organisations, de nouvelles techniques, tout ça pour instaurer de nouveaux dialogues avec vos utilisateurs et vos consommateurs. Et pour ça, on essaye de créer des expériences digitales qui sont uniques, qui vous permettent de vous démarquer par rapport à la concurrence. Pour répondre à ces objectifs-là, du coup, on s'appuie sur 4 principaux piliers d'expertise. Le premier, ça va être le conseil et la stratégie, donc vraiment pour venir auditer l'existant, mener des études utilisateurs et définir vraiment la stratégie digitale de nos clients. Ensuite, pour mettre ça un petit peu en musique, on va avoir notre pôle studio, donc qui va être sur les aspects design et innovation. Donc là encore, pour tout ce qui est recherche utilisateur, le prototypage, le maquettage des sites de nos clients, et puis la création aussi de design system, la mise en place de tests utilisateurs. Et ensuite, une fois qu'on a passé cette phase-là, on va rentrer en phase de production technique. Alors selon les projets de nos clients, on va avoir plusieurs typologies d'équipes, de développeurs qui vont intervenir. Ça peut être sur des CMS comme WordPress ou Drupal, et aussi pour de l'application métier, par exemple, on a toute une équipe PHP Symfony qui va pouvoir créer des intranets, des applications métiers vraiment spécifiques à nos clients. Et puis le pôle qu'on représente aujourd'hui avec Mathilde, le pôle marketing digital, où on va pouvoir accompagner nos clients, alors effectivement sur les aspects SEO et contenu qui vont nous intéresser aujourd'hui, mais aussi sur la partie acquisition payante, que ce soit sur les moteurs de recherche ou les réseaux sociaux. La partie web performance pour tout ce qui va être tracking, donc pour mesurer vraiment la performance de vos nouveaux dispositifs après la refonte, et toute une partie aussi CRM pour pouvoir mettre en place de nouvelles stratégies commerciales et marketing pour aller acquérir davantage de clients, les fidéliser et du coup apporter plus de performance au niveau marketing. Et puis le dernier point, c'est le webmastering. Donc là encore, pour accompagner nos clients dans la gestion de leur site web, que ce soit en phase de refonte pour la migration des contenus ou même par la suite pour toujours avoir un site le plus optimisé possible. Du coup, le programme qu'on a ensemble aujourd'hui, ça va être, donc comme je le disais au démarrage, de voir ensemble comment maintenir vos positions SEO lors d'une refonte de site. Donc on va d'abord balayer un petit peu les bases du référencement naturel et ensuite Mathilde vous présentera donc les étapes à suivre avant, pendant et après une refonte pour garantir en fait le meilleur référencement naturel possible pour votre site. Et puis elle vous présentera aussi les erreurs fréquentes qu'on peut rencontrer sur le référencement naturel lors d'une refonte et comment les éviter. Et puis à la fin, on vous présentera un petit cas client concret lors d'une refonte avec notamment des exemples chiffrés de résultats qu'on a pu obtenir en mettant en pratique toutes les étapes qu'on va vous présenter durant ce webinaire. Donc comme je le disais, l'objectif aujourd'hui, c'est qu'on voit ensemble les meilleures pratiques à adopter dans le cadre d'une refonte. On le sait, hein, lors d'une refonte, le référencement, ça peut être un axe assez stratégique et assez périlleux. Donc on est là aussi pour vous donner des conseils vraiment concrets sur ce qu'il faut mettre en place. Lors d'une refonte, en fait, le SEO et d'autres dispositifs de développement, de techniques, de chargement, de performance des pages vont permettre en fait de démontrer à Google et aux autres moteurs de recherche que le site que vous êtes en train de refondre et le nouveau site qui va être en ligne est pertinent pour vos utilisateurs. Et du coup, ça peut être un petit peu périlleux, justement, comme je disais, parce que au moment de la refonte, on va potentiellement avoir des contenus qui vont être fusionnés, on va avoir une arborescence qui change. Donc l'idée, c'est d'essayer de faire en sorte que même après la refonte, et surtout après la refonte, vous ayez la possibilité non seulement de maintenir votre référencement
à minima au même niveau que vous aviez avant la refonte, mais aussi de pouvoir aller chercher de nouvelles positions, parce que le but, c'est aussi de faire une refonte pour améliorer l'existant. Et donc, on va essayer de voir ensemble quels sont les dispositifs à mettre en place pour que le site soit lisible, facile à utiliser et lisible non seulement pour vos utilisateurs finaux, mais aussi pour les algorithmes des moteurs de recherche. Et donc pour ça, on va essayer de revoir un petit peu ensemble quelles sont les bases du référencement naturel. Le SEO aujourd'hui, donc c'est la technique qui permet de positionner vos contenus sur les moteurs de recherche, donc de permettre en fait aux algorithmes de Google et des autres moteurs de recherche de pouvoir identifier vos contenus et votre site comme étant pertinents sur une requête donnée. Et du coup, pour aller classer ces contenus sur ces résultats de recherche, il y a un certain nombre de critères qui vont être à respecter. Ils évoluent régulièrement, parce que Google fait régulièrement des mises à jour de son algorithme, qui sont d'ailleurs plus ou moins explicites ou plus ou moins floues. Mais en tout cas, il y a certaines grosses mises à jour, par exemple, qui ont pu avoir lieu cette année, notamment sur la duplication du contenu, sur le contenu de qualité, le fait d'éviter d'avoir des contenus qui sont là vraiment que pour faire du positionnement de mots-clés, qui ont pu impacter, par exemple, le trafic de nos clients. Et nous, on vient vraiment aider nos clients à identifier quelles peuvent être les mises à jour d'algorithmes qui vont les impacter et comment mettre en place les solutions pour éviter d'être trop impactés, justement. Et donc, ces critères de pertinence qui vont être analysés par Google, aujourd'hui, il y en a 4 principaux qu'on considère comme étant les plus importants. C'est ce qu'on appelle les critères EEAT. Auparavant, on était simplement sur les critères EAT, mais il y a l'expérience du coup qui a été rajoutée assez récemment. Et en fait, ces critères-là, ça vous donne des grandes lignes directrices en fait pour analyser un petit peu le contenu de votre site et la façon dont vous présentez vos contenus pour pouvoir les optimiser pour le SEO. Donc le critère de l'expérience, il va analyser un petit peu la qualité de l'expérience et du parcours que l'utilisateur va pouvoir réaliser sur votre site. Est-ce que du coup, il y a une expérience particulière sur, par exemple, la page que vous présentez pour s'assurer en fait de la lisibilité et de l'accessibilité de vos contenus. Donc ça, c'est un premier critère en fait que Google va venir prendre en compte, pardon. Le deuxième, ça va être l'expertise. Est-ce que vous avez l'expertise et l'expérience suffisante dans la thématique que vous abordez dans votre contenu? Est-ce que vous êtes suffisamment qualifié? Est-ce que vous avez suffisamment de sources? Est-ce que vous sourcez suffisamment vos contenus? Et ça va être un critère que Google va prendre en compte. On a un autre critère qui va être l'autorité, qui peut s'apparenter aussi à la popularité du site, c'est-à-dire est-ce que la notoriété de votre site est suffisamment bonne pour être considérée comme fiable par Google? Et ça va pouvoir se justifier, se mesurer en fait par rapport, par exemple, au nombre de backlinks que vous allez avoir sur votre site, donc le nombre d'autres sites qui font des liens vers vos contenus, parce que c'est une source fiable, parce que potentiellement vous avez des informations pertinentes à communiquer. Et ça va être un critère qui va être analysé par Google. Et au niveau de la fiabilité aussi, donc de la confiance, ça va être un des critères analysés par Google pour vraiment s'assurer de la légitimité de votre site, de sa fiabilité, le fait que ce soit pas un site qui fasse de l'achat de liens massif, le fait que ce soit pas un site qui fasse la promotion d'activités qui sont illégales ou qui peuvent être non crédibles. Ça, c'est aussi un critère qui va être analysé par Google. Alors aujourd'hui, on n'a pas forcément de mesures sur ces indicateurs-là qui sont communiqués par Google. Mais en tout cas, plus vous allez améliorer ces axes-là, plus vous avez de chances et de possibilités de remonter dans les classements et dans les résultats de recherche de Google et donc d'être visible. Un autre point, du coup, pour pouvoir vraiment s'assurer que ces critères-là, vous essayez ou en tout cas vous mettez en place tous les dispositifs nécessaires pour les atteindre, un des points clés, ça va être de venir justement mesurer ces différents indicateurs. Je parlais tout à l'heure, par exemple, de l'autorité ou de la confiance. Ça va se mesurer par le nombre de backlinks, donc le nombre de domaines référents que vous allez avoir sur votre site. Et ça, il va vous falloir des solutions pour pouvoir le mesurer. Pareil, la légitimité d'un site, elle se mesure aussi avec son trafic, avec le nombre de mots-clés sur lequel il est positionné. Ça va se mesurer aussi avec l'accessibilité, avec la lisibilité, avec la performance des pages. Donc ça, c'est des choses que vous allez pouvoir mesurer avec les outils de mesure d'audience qui existent aujourd'hui sur le marché. Alors, il y en a que vous connaissez sûrement parmi les logos qui sont sur cette slide. Google Analytics est un des plus connus.
Il y a la Google Search Console aussi qui fait partie de l'écosystème de Google et là qui va vraiment venir travailler sur les notions d'indexabilité, travailler sur les notions d'exploration par les robots en fait de Google. Donc ça c'est vraiment important de l'activer, de venir mettre son sitemap sur Google Search Console, mais ça Mathilde y reviendra par la suite dans les étapes à suivre dans le cadre d'une refonte. Il y a par exemple Matomo aussi et AT Internet qui sont des solutions de mesure d'audience qui vont avoir des fonctionnalités assez similaires à Google Analytics, mais qui ont l'avantage d'être validées par la CNIL, entre guillemets, et qui sont des solutions qui peuvent être exemptées de consentement. Donc, qui peuvent vous permettre potentiellement de vous dédouaner de la bannière cookie en bas de votre site parce que justement, c'est des solutions de mesure d'audience qui peuvent récolter de la donnée sans forcément obtenir le consentement des utilisateurs parce que justement, elles répondent à des normes et à des critères qui sont exigés par la CNIL. Et puis après, on va avoir des solutions externes comme SEMrush qui vous permettent aussi de faire de la recherche un peu concurrentielle sur le SEO, donc pour savoir un petit peu où se positionnent vos concurrents et comment aller un peu les débusquer et quels sont les mots-clés sur lesquels vous avez tout intérêt à vous positionner. Et puis des outils qu'on appelle de tableau de bord, de dashboarding, comme Looker, qui vont venir du coup absorber de la donnée depuis d'autres logiciels, comme Google Analytics par exemple, pour pouvoir vous permettre d'avoir des tableaux de bord accessibles à tout moment et qui sont alimentés en temps réel. Et parmi les indicateurs clés, j'en ai évoqué quelques-uns tout à l'heure, mais on va avoir donc tout ce qui est en lien avec la visibilité. Donc ça peut être les impressions, ça peut être le nombre de sessions. Ça, c'est des critères que vous allez retrouver dans la Search Console, que vous allez retrouver dans Google Analytics. On va avoir aussi tout le travail et tous les indicateurs sur les mots-clés, donc pour savoir sur combien de mots-clés votre site se positionne aujourd'hui, quelles sont les positions de vos contenus sur ces mots-clés cibles. Toute la partie de netlinking, donc les backlinks, les domaines référents, et puis l'autorité de votre site, qui est un indicateur souvent qui est propre à chacune des plateformes qui va venir le mesurer. Par exemple, sur SEMrush, c'est un indicateur qui va regrouper à la fois le trafic organique, le trafic externe, le positionnement des mots-clés, le référencement lié au domaine référent. Donc ça, c'est des choses qui vont générer un score sur 100, en fait, qui va permettre de mesurer vraiment l'autorité, la légitimité d'un site dans son écosystème. Voilà pour les principales notions clés du SEO. Je vais maintenant laisser la parole du coup à Mathilde pour vous décrire un peu les étapes à suivre avant, pendant et après la refonte. C'est mieux. Alors là, ce qu'on voit en fait, c'est une roadmap qui vient montrer toutes les injections de SEO dans le cadre d'un projet de refonte. Donc, on va rentrer un peu plus dans le détail ensuite, avant, pendant et après. Mais on utilise toujours cette roadmap quand on vient participer à un projet de refonte. Donc, on voit sur la partie SEO qu'on a vraiment des moments à chaque étape du projet de refonte et on n'interagit juste pas au début et puis après on laisse construire et on vient à la fin. On est vraiment à des étapes clés et ce qu'on a mis aussi c'est la partie UX parce qu'aujourd'hui de plus en plus SEO et UX vont travailler de concert. Comme l'a dit Naïma, il y a l'expérience qui rentre, donc on vient vraiment se positionner, l'UX avance, le SEO avance et inversement. Donc, si on rentre un peu plus dans le détail, donc avant d'entamer la refonte d'un site web, on va avoir une partie analyse, une grosse partie analyse où on va venir faire un audit de l'ancien site sur les quatre piliers du SEO. Donc, on va identifier les forces et les faiblesses sur ces quatre piliers. On va venir regarder ce qui se passe au niveau de la concurrence, les tendances du marché, voir un peu les opportunités à saisir. Donc ça, c'est un travail qu'on mène aussi avec le client de est-ce qu'il a des sites qui l'inspirent. On va aller regarder ce qui se passe en termes de SEO sur ces sites-là, quelles opportunités on peut aller chercher et quelles sont les tendances du marché par rapport au secteur du client. Et on va venir faire un audit sémantique, donc définir les termes qui sont pertinents pour lui à cibler sur son nouveau site, quels sont ceux à garder, quels sont ceux à optimiser, quels sont ceux à aller chercher sur lesquels aujourd'hui il n'est pas positionné.
Donc ça, il y a vraiment une grosse partie analyse et un petit pas de côté en dehors du SEO. Généralement, en même temps, on fait une analyse de stats et une analyse UX/UI. Donc, il y a vraiment le SEO, il vient nourrir un peu le reste des audits, mais il y a vraiment une grosse phase d'analyse en amont de la refonte. Et ensuite, toujours en amont de la refonte, mais on va venir planifier cette future refonte. Donc, on va venir travailler de concert pour faire une conception SEO friendly. Comment, notamment en faisant un cahier des charges SEO, on y reviendra juste après pour comprendre les tenants et les aboutissants du cahier des charges SEO technique qui aujourd'hui est vraiment devenu un indispensable dans une refonte de site. Et on va avoir aussi un gros travail sur l'arborescence. Chose qu'on avait peut-être il y a quelques années tendance à laisser côté UX/UI. En fait, aujourd'hui, on va vraiment travailler avec le SEO pour structurer le site et venir apporter toutes ces indications SEO sur la construction de cette arborescence pour avoir un référencement très optimal pour le futur site. Et ensuite, on va avoir une partie sur la gestion des URL où là, on anticipe les redirections. On va le voir ensuite aussi, l'importance des redirections dans une refonte de site pour pas détruire les positions déjà acquises sur l'ancien site et éviter les erreurs 404 qui sont vraiment fatales en termes de SEO. Donc, tu peux passer la slide. Donc, l'importance du cahier des charges SEO technique. Alors, le cahier des charges SEO technique, c'est un fichier qui est à destination des développeurs dans lequel on va venir mettre tous les prérequis à respecter pour être SEO friendly à peu près 100%. Donc, en fait, c'est toutes les règles essentielles à respecter pour le dev dans sa construction du site, donc l'étape d'après. Donc, ça peut être des indications sur l'amélioration des temps de chargement, les URL avec les mots-clés, comment sont construits les URL sur le futur site pour bien être référencés. Ça va être toute la partie Robotex, Sitemap, on le verra sur la Google Search Console. Toute la partie responsive, on donne des règles aux développeurs en termes de SEO. Donc, c'est des indications, c'est des directions de mise en place. Donc, ça, c'est un fichier qui est créé en amont du commencement de la refonte, qui est nourri notamment par les audits et qui va vraiment... un exemple de ce qu'on trouve dans un cahier des charges SEO technique, ça va être toutes les structurations de données. Par exemple, si vous avez une page qui va être une page FAQ, vous pouvez dire aux développeurs, indiquer dans votre cahier des charges que cette page-là, elle doit être structurée de telle manière. Donc, il y a un site qui s'appelle schema.org qui permet de faire le schéma technique de ces pages pour que Google comprenne que c'est une page FAQ. Donc, c'est ce type de données que vous allez mettre dans votre fichier de cahier des charges SEO technique. Et nous, c'est un automatisme qu'on a mis en place maintenant il y a quelques années et on voit vraiment la différence parce qu'au niveau des devs, ils vont construire le site, mais ils ne vont pas forcément avoir toute la partie SEO en tête. Donc là, on vient vraiment leur dire, voilà, nous, pour que le site demain garde ses positions, optimise, améliore, il faut qu'une partie du site en termes de SEO soit construite de cette manière. Et le deuxième petit zoom qu'on voulait faire, tu peux changer de slide, Naïma, c'est sur la partie des redirections. Donc, comme j'en ai parlé, les redirections, en fait, c'est pour éviter les erreurs 404 qui sont vraiment la pire chose pour le référencement parce que ça fait perdre son score SEO en l'espace de très peu de temps. Donc, en fait, on va venir mettre en place, on voit le petit schéma, mettre en place des redirections, soit des redirections temporaires, soit des redirections permanentes. Et il faut vraiment venir lister toutes les pages de l'ancien site sur lequel on va devoir mettre des redirections parce qu'on garde le contenu de ces pages, elles sont juste remises sur le nouveau site. Donc, il faut lister, faire une vraie cartographie de ces redirections
Et cette liste-là, elle est aussi partagée aux développeurs parce que c'est à eux par la suite de venir mettre en place ces redirections. Et après, Naïma l'a dit, sur les outils, on peut faire un suivi des erreurs 404 et voir si on a des petits trous dans la raquette au niveau de ces redirections temporaires ou permanentes. Donc ça aussi, on le verra sur les 9 erreurs fréquentes, mais on a parfois tendance à oublier cette étape-là pour la partie cahier des charges SEO technique, mais ces redirections, elles ont une grande importance pour pas avoir à refaire derrière tout un travail d'aller chercher des positions qui étaient déjà bien acquises. Donc tout ça, c'est la partie avant. On n'a même pas encore entamé la refonte. Donc là, on arrive, les analyses sont faites, l'arborescence est faite, on va passer à la construction du nouveau site. Donc pour ça, tu peux passer sur la slide suivante. Donc au niveau développement et intégration, on va venir vérifier tout ce qui est balisage sémantique. Donc, est-ce que l'utilisation correcte des balises HTML est faite sur les titles, les descriptions, la structuration de la page? On va venir, pendant qu'ils sont en train de construire, donc sur l'environnement de pré-prod, regarder un peu la compatibilité mobile, donc s'assurer qu'il y a une expérience utilisateur qui est fluide sur tous les appareils et aussi sur les Google AMP, et on va regarder la vitesse de chargement. Donc là, on se rend compte qu'en fait, ce qu'on fait là, c'est venir regarder tout ce qu'on a mis dans notre cahier des charges SEO technique, voir si le développeur à qui on a passé nos directions a bien pris en compte ce qu'on avait mis, et donc on va venir regarder le développement et l'intégration de ces indications. Et il va y avoir aussi la gestion de la migration du contenu, parce que quand on part en refonte de site, ça ne veut pas dire qu'on annule tout ce qui était fait sur l'ancien site et on repart de zéro. Généralement, il y a pas mal de pages qui passent sur le nouveau site et pour lequel il faut préserver les positions SEO acquises. Donc ça, c'est pendant la refonte, une partie sur la migration du contenu, donc maintenir la cohérence du contenu, donc préserver les mots-clés et la pertinence des mots-clés. Si, suite aux analyses, aux audits, on se rend compte qu'il y a certains mots-clés sur lesquels c'est plus pertinent d'aller, c'est à ce moment-là qu'on va venir se dire cette page, elle est stratégique, mais peut-être pas sur le bon mot-clé. Donc, ça va être comment est-ce qu'on migre tous ces contenus qu'on veut garder de l'ancien titre sur le nouveau. Ensuite, on va regarder l'indexation, la vérification de l'indexation du nouveau domaine des nouvelles pages. Donc ça, on va venir mettre le sitemap dans la Google Search Console. On le verra, c'est l'une des 9 erreurs les plus fréquentes, c'est qu'on oublie de faire ça, de mettre le sitemap du nouveau site, donc les pages sont pas forcément indexées. Et on va venir faire tout un travail de webmastering sur l'optimisation des contenus avant même leur migration. On peut se dire qu'on veut garder telle page parce qu'elles sont stratégiques, mais peut-être qu'il faut venir les optimiser parce qu'elles ont un score SEO qui n'est pas forcément pertinent. Elles sont positionnées sur le bon mot-clé, mais elles ont peut-être pas forcément les bonnes balises, la bonne structuration. Donc, on va avoir aussi tout un travail pendant que le site est en train d'être construit. Donc là, on est vraiment aux prémices de la construction du site. On va venir faire des optimisations sur ces pages qu'on veut garder sur le nouveau site. Ça, c'est pendant. Donc là, on est pendant la refonte. Et maintenant, on va voir tout ce qui se passe après la mise en ligne de ce nouveau site. Donc, on va avoir une partie surveillance et ajustement. Donc là, on en revient à la bonne indexation et éviter les erreurs 404 parce qu'encore une fois, c'est fatal. Donc là, sitemap, Google Search Console, on regarde page par page, indexée ou pas indexée, pourquoi est-ce qu'elle a été explorée, pas indexée, etc. Et on regarde aussi toute la liste des redirections qu'on avait données, 301, 302, est-ce qu'elles sont bien mises en place? Ces indexations-là, on peut l'avoir sur la Google Search Console, mais on peut aussi l'avoir sur les outils Analytics. Aujourd'hui, sur Matomo, on peut se faire un rapport qui ressort toutes les pages 404 et avoir les URL sur lesquelles on a des pages 404 qui ressortent. Donc ça, c'est le rapport des pages 404 sur un Matomo, un Google Analytics. C'est la première chose qu'on fait quand le site vient d'être mis en ligne. Et on vient travailler, encore une fois, de concert avec les devs pour comprendre pourquoi cette page, elle est en 404. Donc, il y a vraiment un gros travail de surveillance sur l'indexation et les erreurs 404.
Et ensuite, on va venir regarder les KPIs dont Naïma a parlé, les visites organiques, les conversions, le positionnement des mots-clés. Est-ce que ça s'effondre? Est-ce que ça se maintient? Est-ce que ça s'améliore? Donc ça, c'est vraiment sur le SEO sémantique. On va venir regarder est-ce que les optimisations qu'on a faites sur les pages ont eu un impact positif, ou alors est-ce que il faut partir sur une optimisation encore plus poussée. Et on va regarder, on va se faire des rapports SEO sur les positions qu'on peut aller prendre par rapport à la concurrence. Le SEO, il faut être opportuniste. Donc, le but, c'est un peu d'aller grappiller des positions sur la concurrence. Donc, on est toujours à vérifier post-refonte de site. Est-ce que les choix qu'on a faits sont les bons? Est-ce gentiment, on est en train de prendre des positions sur la concurrence ou sur le site qui était inspirant pour le client? Et ensuite, on va avoir la partie intégration de nouveaux contenus. Non, attends, si tu peux juste revenir. Parce qu'on a gardé du contenu de l'ancien site, mais on en a aussi créé. Forcément, on va avoir des nouvelles pages parce qu'on se positionne sur de nouveaux mots-clés. Donc là, on va avoir cette partie-là aussi où on va venir faire un suivi plus poussé de ces nouvelles pages, de ce nouveau contenu, en termes de positionnement, en termes de mots-clés à aller chercher connexes à ces nouveaux contenus. Si par exemple, on a créé un nouveau concours sémantique, on a positionné quelques pages dessus, on peut voir est-ce que ça performe ou pas, et dans ce cas-là, se dire quels sont les nouveaux mots-clés à aller chercher par rapport à ce nouveau cocon sémantique. Et on va continuer l'optimisation des pages existantes. Si jamais on n'est pas satisfait, on peut toujours venir optimiser pour avoir un meilleur score SEO. Donc ça, c'est tout ce qui vient une fois que le site est mis en ligne. Hop, tu peux passer. Et donc là, on vous a mis un exemple de tableau de bord SEO sur Looker Studio dont Naïma a parlé. Alors ça, forcément, au démarrage, ça prend un peu de temps de venir construire ce tableau de bord parce qu'il faut venir connecter toutes les données, Google Analytics, si c'est du Matomo, la Search, SEMrush, tous les outils qu'on utilise. Il faut paramétrer ces rapports-là, mais une fois que c'est fait, on a vraiment en un coup d'œil. Là, on voit les premières positions du site qui ont été acquises. On voit la répartition des mots-clés trafic avec marque, trafic sans marque. Et on peut suivre comme ça mensuellement l'évolution de ces optimisations, de ces nouveaux contenus, de ce nouveau site sur tous les pans de ce qui avait été audité au tout début du projet de refonte. Donc, c'est un paramétrage un peu fastidieux au début, mais qui finalement fait gagner énormément de temps après coup. Et on peut le partager en 2 clics au client. Donc, lui, il peut aussi suivre en temps réel ses positions. Et bon, là, c'est les positions, mais il y a aussi la partie trafic qui peut être suivie sur un Looker Studio. Et un petit mot pour la TMA, parce qu'une fois que le site est en ligne, on va potentiellement avoir une partie TMA, donc c'est la maintenance du site, une fois qu'on a considéré que le site est mis en prod. On peut avoir tendance parfois à négliger ce qui se passe en TMA, et on se rend compte de plus en plus que on va avoir des tickets en TMA sur des modifications sur le site qui peuvent avoir un impact SEO. Donc aujourd'hui, on est sur nos projets, on est en lien énormément avec la TMA aussi, qui parfois, s'ils ont un doute sur une demande, un ticket, une remontée de modification sur le site, quel impact ça peut avoir demain en termes de SEO sur ce nouveau site. Donc là, j'ai mis des exemples. La modification de la structure d'un template ou du balisage. Donc ça, c'est tous les balises HTML qu'on a vues. La mise à jour de l'arborescence. On peut s'imaginer que changer de place une catégorie, ça n'a pas d'impact, mais en fait, ça peut avoir un énorme impact parce que l'arborescence a vraiment été créée avec les recos SEO. La création d'une nouvelle fonctionnalité, comment est-ce que ça vient s'intégrer dans le site et notamment dans cette nouvelle partie expérience. Une optimisation technique ou une mise à jour. Ça peut avoir un impact, par exemple, sur la vitesse de chargement. Donc ça aussi, on peut avoir tendance à le mettre un peu de côté et en fait, ça va avoir un énorme impact. Ou la modification des structures DRL. Ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent où finalement, on se dit, on va la raccourcir ou on va enlever
une étape de l'URL et en fait, ça a un énorme impact SEO et nous, on n'est pas forcément tenu au courant de ces modifications. Donc, il y a un vrai lien qui va même au-delà de la mise en ligne du site sur la partie TMA où on travaille vraiment de concert avec eux. Et pour résumer de manière un peu rapide, je vous ai mis les 9 erreurs fréquentes qu'on voit sur le SEO d'une refonte de site. Donc, sur ces erreurs-là, on va avoir des erreurs un peu de différentes sujets. Donc, on va avoir une partie erreur technique. Par exemple, souvent, on a le site de pré-prod. Donc, quand on fait la refonte d'un site, on va venir créer un environnement qu'on appelle l'environnement de pré-prod sur lequel va être fait tous les tests du nouveau site. Et il se trouve, c'est preprod.monsite.com, il se trouve que parfois, la pré-prod, elle est indexée par la search. Et ça, c'est vraiment catastrophique pour le SEO parce qu'on a des URL de pré-prod qui se promènent un peu partout et qui sont explorées, indexées par Google. Donc, bien penser à désindexer l'univers de pré-prod. Mais en face, sur les deux suivants, utiliser la balise noindex sur tout le site et bloquer le site avec une règle d'isolo, c'est un peu dans l'autre sens. On va avoir tendance parfois à se dire qu'on met une balise noindex sur le site de prod parce que potentiellement on a encore un peu de doute et on va venir mettre une noindex sur tout le site. Or, ça vient du coup faire perdre des positions SEO sur ce nouveau site. Donc, la balise noindex, elle peut effectivement être utilisée lorsqu'on a encore des modifications à faire sur certaines pages en prod, mais il faut sélectionner ces pages-là. Il ne faut pas se dire qu'on passe tout le site sur noindex. Et ça peut paraître logique, mais en fait, on le voit souvent. Qu'on se dit, on met tout le site de prod parce qu'on a encore des modifications à faire en noindex ou en disolo. Et en fait, par derrière, pour aller récupérer les positions SEO, c'est très compliqué. Le deuxième pan, ça va être sur les redirections. Donc, je l'ai dit, la partie redirection, elle a souvent tendance à être négligée et donc on a l'apparition des 404 et on ne comprend pas trop pourquoi ni comment on va avoir ces 404. Donc, bien faire une double vérification que tous les 301, 302 sont mis en place et bien penser qu'ils sont sur la pré-prod et que tout passe sur la prod. Parce que parfois, on va avoir un environnement de pré-prod qui va être différent d'un environnement de prod et on peut avoir des erreurs qui viennent de là. Donc, bien vérifier sur les deux environnements. Et dans la même idée, le maillage interne sur les anciennes URL. Pareil, on peut se dire que bah oui, bien sûr qu'on va pas faire de maillage interne sur les anciennes URL, mais en fait, un site, il y a tellement de pages qu'il y en a certaines qui peuvent passer un peu à la trappe. Donc ça, bien vérifier que vous n'avez plus de redirection sur les anciennes, entre elles, sur les anciennes URL. Ce qui, je passe en dessous, peut laisser aussi des pages orphelines. Une page orpheline, c'est une page qui n'est rattachée à aucune autre page d'un site. Et ça, une page orpheline, c'est très très compliqué pour Google de l'explorer et de l'indexer. Donc, sur le nouveau site, on va venir vérifier qu'on n'a pas de page orpheline. Et comment on fait ça? On vient mettre le sitemap dans la Google Search Console et on vient regarder s'il y a des pages qui n'ont pas d'interaction entre elles, qui n'ont pas de maillage interne. Donc, ces trois-là, le maillage interne sur les anciennes URL, les pages orphelines et le sitemap, c'est quelque chose qui peut être fait en même temps. Et pour le coup, c'est vraiment des erreurs qu'on voit souvent parce qu'on sort d'un projet de refonte, on est peut-être un peu moins vigilant et on se retrouve avec du maillage sur des anciennes URL. On le voit vraiment très souvent quand on arrive sur un audit de site et qu'on voit qu'en fait, il y a un nombre de maillages entre l'ancien site et le nouveau qui est absolument incroyable. Ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Ensuite, une petite erreur que j'ai mis parce qu'on le voit aussi, mais
pour le coup, peut vraiment être évité, c'est que sur le nouveau site, on va oublier d'intégrer les scripts analytics. Les scripts analytics, c'est le code qui permet de traquer votre site. Donc, votre code, vous l'avez mis sur votre ancien site, code Matomo, Google Analytics, mais en fait, parfois, on oublie de le mettre sur le nouveau site. Donc, il y a l'ancien site qui est encore traqué sur Analytics ou Matomo ou autre, parce qu'on n'a pas pensé à faire cette petite étape. Donc, nous, cette étape-là, maintenant, on vient l'institutionnaliser si c'est OK avec le client, et on demande au dev d'intégrer ces 3 lignes de code de tracking directement dans le nouveau site, parce que sinon, en fait, à partir du moment où votre site est en ligne, si vous n'avez pas ce code de tracking, vous avez pas vos KPIs dont Naïma a parlé. Donc ça, petite erreur facilement rectifiable, mais qui arrive souvent aussi. Et la dernière, c'est de conserver des URL de pré-prod sur le nouveau site. Donc ça, ce que ça engendre, c'est forcément des erreurs fonctionnelles sur l'expérience. On tombe sur des 404. Il y a des problèmes de sécurité qui peuvent apparaître aussi parce que la pré-prod, parfois, a des informations qui ne sont pas sur la prod. Et on va avoir sur les environnements, comme je disais, parfois les environnements peuvent être différents entre pré-prod et prod. Donc, si on laisse des URL de pré-prod, parce que parfois, ça peut passer entre les mailles du filet, il faut vraiment bien vérifier que préprod.monsite.com, vous n'ayez aucune URL de cet ordre-là sur votre nouveau site. Donc ça, c'est les 9 erreurs les plus fréquentes. Il peut y en avoir d'autres qui arrivent, mais si déjà on vérifie ces 9 erreurs-là à partir du moment où le site est mis en ligne, on s'évite déjà pas mal de récupération de tickets en TMA. Et je vais finir en parlant d'un exemple concret d'un site, d'une refonte de site qui a eu lieu cette année pour nous à Dimeo. Donc l'objectif, c'était le site d'une grande métropole. Ils voulaient conserver leur visibilité sur les moteurs de recherche et surtout améliorer l'expérience utilisateur. Donc là, on voit bien que l'expérience utilisateur vient vraiment s'injecter avec le SEO et inversement. Ils avaient vraiment un enjeu de devenir presque un site média. Donc, il y a eu un gros travail sur l'arborescence. Donc, avant la refonte, on a fait un gros audit SEO technique. On a analysé les performances, l'indexation, l'identification des freins SEO. On a eu un gros travail d'accompagnement sur la nouvelle stratégie édito parce qu'ils voulaient vraiment changer leur image de marque, leur stratégie édito. Donc, on a eu un vrai travail à ce niveau-là. On a fait notre plan de redirection 301 pour préserver les pages performantes et gérer ces anciennes URL qu'on peut avoir tendance à laisser sous le tapis, mais qui en fait ont un vrai impact. Et maintenant, on participe aux ateliers UX. De par ce nouveau pilier qui est l'expérience, nous, on vient dans ces ateliers faire des recommandations pour le maillage interne pour qu'il y ait une architecture claire. Et généralement, on va avoir des sujets qui vont popper dans ces ateliers-là, où le SEO va venir dire une chose et l'UX va peut-être venir dire autre chose et l'édito autre chose. Donc, c'est pour ça que maintenant, on se met vraiment tous autour de la table avec le client pour arriver à trouver la meilleure arborescence. Par exemple, sur ce site-là, un des sujets, c'était est-ce qu'on met les pages actualités à l'intérieur des catégories de l'arborescence ou on en fait une catégorie à part actualité qui sont des pages chaudes. Donc ça a été un de leurs sujets où on s'est tous mis autour de la table et on a tous avancé nos recommandations et on a fini par dire qu'on en faisait une catégorie à part, mais qu'on pouvait venir injecter quelques actualités dans les pages catégories via des redirections, notamment du coup du maillage interne. Et sur cette site de grande métropole, on est aussi venu faire un benchmark SEO sur les autres villes, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sites de sites grande métropole. Donc, on est venu regarder ce qui se passait chez les autres pour voir comment ils catégorisaient leurs différents sujets pour leurs utilisateurs. Pendant la refonte, on a fait une recette SEO en pré-prod, donc l'environnement de test. C'est pas forcément quelque chose qu'on
qu'on institutionnalise à ce point-là, mais là, il y avait vraiment besoin de venir regarder ce qui se passait sur cette pré-prod parce qu'il y avait beaucoup de changements. Entre le avant et l'ancien site et le nouveau, l'arborescence avait vraiment bougé. Donc, on avait besoin de s'assurer que ce qu'on avait mis dans le cahier des charges SEO technique était bon. On est venu regarder les Core Web Vitals, donc ça c'est les temps de chargement et les performances mobiles, et on est venu adapter les nouveaux contenus. Là, cette fois-ci, en collaboration avec les équipes éditoriales, parce qu'il y avait aussi une équipe qui gérait la nouvelle image de marque, et notre cahier des charges SEO technique à destination des devs. Et après la refonte, on est venu simplement vérifier les redirections 301, suivre l'indexation, optimiser le SEO post-lancement et analyser le comportement utilisateur parce qu'il y avait un vrai enjeu sur cette nouvelle expérience. Le site a vraiment beaucoup bougé entre l'ancien et le nouveau. Donc, on a fait une grosse partie avec le client de regarder ce nouvel comportement utilisateur. Mais le après refonte a été assez restreint parce qu'on avait tellement fait une recette SEO en pré-prod que finalement, on n'a pas eu grand-chose à faire une fois que le site était mis en ligne. Et les quelques résultats, du coup, on a réussi à maintenir 82% du trafic organique dès la mise en ligne, qui est quand même quelque chose sur un site, sur un changement de site comme ça, qui est assez chouette. On a amélioré les temps de chargement parce que là aussi, dans notre audit, c'était vraiment quelque chose qui ressortait, notamment sur l'expérience mobile. Et on a conservé ou fait progresser une grande majorité des mots-clés qui étaient des mots-clés stratégiques et prioritaires et qui ont vraiment été refondus à l'intérieur de l'arborescence. Mais on a fait une telle restructuration des pages que finalement, on a réussi à conserver ces positions. Et surtout, l'une des fiertés, c'est l'augmentation de l'engagement utilisateur sur les contenus locaux, donc la partie actualité dont je parlais, mais aussi beaucoup d'autres sujets sur lesquels le site n'était pas forcément le premier auquel on pensait pour aller chercher ces infos-là et qui, on le voit aujourd'hui sur l'engagement utilisateur. Donc ça se voit sur la partie tracking analytics. On a vraiment eu des belles augmentations de cet engagement utilisateur. Donc ça, c'est un exemple d'une refonte réussie. Donc, ce qu'on voit, c'est que c'est un projet de longue haleine et que de plus en plus, le SEO a vraiment une part importante dans cette refonte et on travaille plus dans notre coin une fois que le site est mis en ligne. On vient vraiment se faire apparaître à chaque étape et de plus en plus, on vient nous demander, notre avis en amont même des audits. En fait, on positionne beaucoup de décisions sur cette partie, sur ce qui ressort de cette partie SEO, parce que c'est vraiment une partie qui est très très complète et qui vient un peu s'intégrer à que ce soit UX UI, que ce soit édito, que ce soit pour les devs, la partie technique. On a vraiment des recommandations à venir leur apporter. Et je crois que je suis juste dans les temps. Ouais, tout à fait. Juste avant de passer aux questions, un dernier petit mot. Donc, par rapport à tout ce qu'on a vu aujourd'hui, nous, avec Mathilde, on est donc sur le pôle marketing et CRM où on accompagne donc ces refontes sur la partie SEO. Mais du coup, on peut accompagner nos clients évidemment sur l'intégralité du process de refonte, de la conception au développement jusqu'à la maintenance. Du coup, j'ai vu qu'il y avait plusieurs questions qui avaient été posées. On avait Maude qui nous demandait « Qu'entendez-vous par redirection temporaire ?» Vous avez un exemple. Les redirections temporaires, alors si je reprends juste la petite slide, ça va être vraiment pour un contexte, s'il n'y a pas de besoin en fait de rendre la redirection permanente. Ça peut être par exemple quand vous êtes dans le cadre de la maintenance de votre site, il y a peut-être plusieurs pages qui vont être inaccessibles pendant X heures ou X jours et vous voulez rediriger vos visiteurs sur une page de maintenance. Ça peut faire l'objet d'une redirection temporaire, une redirection 302. Ça peut être pour du contenu saisonnier, ça peut être pour le test d'une nouvelle page. Vous voulez faire un test pendant plusieurs jours
sur une page, ça peut être pour ça. Mais à partir du moment où vous voulez remplacer carrément une ancienne page par une nouvelle et que cette décision-là est définitive, là, on va être plutôt sur une redirection 301, une redirection permanente. On a Jade qui nous demande petite question, cela signifie que lorsque notre nouveau site est en ligne, il faut disallow l'indexation temporairement, le temps de vérifier que les pages soient bien en ligne, pas de 404. Alors c'était plutôt sur la pré-prod, hein, je crois que Mathilde, tu parlais de ça. Si je reviens, c'était sur les... Ouais, c'est... Alors attends, je relis. Nanana, il faut d'isoler l'indexation temporairement, le temps de vérifier que les pages soient bien en ligne, pas de 404. Alors, effectivement, ça va être sur la pré-prod. J'avoue que j'ai un peu du mal à comprendre la question, mais oui, si vous mettez en no-index une page sur l'environnement de prod, parce que finalement, vous avez encore des modifications à faire, elle est en TMA pour X ou Y raison. Effectivement, une fois que vous avez fait vos optimisations, il faut désindexer cette page-là pour voir si les modifications, je ne sais pas si c'était la question, mais voir si les modifications que vous avez faites sont prises en compte. Et effectivement, regarder si c'était pour un problème de structuration ou de vitesse de chargement, etc., venir vérifier cette partie. Mais sur la pré-prod indexée, c'est effectivement, il faut de toute façon désindexer penser à désindexer tout le site de pré-prod. Je ne sais pas si j'ai répondu. Ouais, peut-être nous indiquer dans le chat si c'était ça la question. Alors les redirections, qu'est-ce qu'on avait? Comment mesurer les Core Web Vitals lorsque le site n'est pas encore en ligne? Comme le disait Mathilde, on a toujours quand même accès à la pré-prod et on peut faire, enfin en tout cas nous on fait des tests déjà sur la pré-prod pour mesurer et estimer les temps de chargement, que ce soit sur mobile ou desktop. Donc il y a quand même des moyens et des outils pour pouvoir tester ça. Le but, c'est pas d'arriver à la mise en ligne et d'être surpris par les performances du site. C'est d'essayer d'optimiser, que ce soit alors effectivement en éco-conception, que ce soit en performance de vitesse de chargement, que ce soit en accessibilité. Il y a des outils aujourd'hui qui permettent d'effectuer ces tests-là et de toute façon, ça fait partie, en tout cas nous par exemple chez Adimeo, des critères d'engagement en termes de qualité qu'on prend vis-à-vis de nos clients quand on développe un nouveau site. Je rajoute juste que c'est là où on va pouvoir, par exemple, utiliser PageSpeed Insight. Là, ça va être des outils un peu plus dev, comme Chrome DevTools, qui en fait permet de venir analyser son site de pré-prod, ou alors Lighthouse. Mais du coup, c'est des sites qui sont un peu en interface, qui sont un peu moins facile à appréhender parce que c'est des sites qui sont vraiment à destination des devs pour venir recéter leur pré-prod. Mais il y a des outils qui existent. Ouais. Et Camille qui nous posait la même question sur les mesures de temps de chargement et de performance mobile. Mathilde vient de donner quelques outils. Je ne sais pas si ça répond à la question. N'hésitez pas à nous le redire dans le chat. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on a encore quelques minutes ensemble. Si bien sûr vous avez éventuellement des projets ou des refontes en vue, on reste évidemment disponible si vous voulez échanger davantage sur le sujet. Et on a aussi quelques autres webinaires du coup qui arrivent dans les prochaines semaines auxquels on vous invite évidemment à vous inscrire. Un webinaire du coup sur les moteurs de recherche pour vos sites web. Ça peut être un vrai enjeu pour pouvoir justement offrir une expérience utilisateur qui est la plus fluide et la plus performante possible. Donc là, on vous parlera du moteur de recherche Algolia et comment il s'intègre dans le CMS Drupal. Donc ça, ce sera le jeudi 14 novembre à 11h. Donc n'hésitez pas à vous inscrire.
comment rédiger votre cahier des charges pour réussir la refonte de votre site web. Donc un sujet un peu connexe à ce qu'on vient d'aborder aujourd'hui, et ça c'est dans quasiment tout pile un mois, le jeudi 28 novembre à 11h. Et puis comment mettre en place un schéma pluriannuel d'accessibilité numérique. Aujourd'hui, ça fait partie des grands enjeux avec l'éco-conception, d'avoir des sites qui sont accessibles. On travaille, nous, par exemple, avec beaucoup d'acteurs du public. Et pour le coup, il y a des vrais enjeux et des vraies redevabilités dans le secteur du public sur les notions d'accessibilité. Donc ça, on vous en parlera le jeudi 12 décembre. Alors, Mélanie qui nous demande quelles sont les durées moyennes de chaque étape, avant, pendant et après. Alors, ça va dépendre un petit peu de la complexité du site web. On va avoir des sites, par exemple, qui sont purement vitrines, sur lesquels la phase de cadrage va pouvoir être relativement rapide sur la partie SEO. On va avoir des audits, audit SEO. On va avoir un travail sur l'arborescence, le cahier des charges SEO, et tout ça, ça va s'intégrer dans une phase de conception qui peut durer entre quelques semaines, voire jusqu'à un peu plus d'un mois ou deux. Mais là encore, ça dépend de la complexité du site, ça dépend du travail aussi qui est réalisé côté UX. Et puis, on va avoir des sites, justement, où là, on va être sur des niveaux un peu plus complexes, où il va y avoir du fonctionnel derrière, et où là, les phases de conception peuvent s'étaler un petit peu plus. Les projets de refonte qu'on mène, en règle générale, pour les plus simples, on va dire, on va être aux alentours de 6-8 mois à peu près pour le déploiement. Et puis sur des sites où il y a beaucoup plus de fonctionnels, là, on peut aller sur des refontes qui durent un peu plus d'un an, mais parce que voilà, il y a beaucoup d'ateliers qui sont menés, il y a beaucoup de tests utilisateurs qui sont menés. Donc ça peut être aussi des facteurs déterminants pour ces refontes-là. Comme je disais, on travaille beaucoup, Mathilde a montré un exemple, avec une métropole. On a des sites du public, que ce soit sur le secteur de la santé, l'éducation, des collectivités. On va avoir aussi des sites plutôt dans le privé, que ce soit dans du e-commerce, que ce soit encore dans de l'enseignement, ou dans du B2B tout simplement. Donc voilà, on accompagne ces typologies de clients au quotidien. Bon, alors Christelle qui nous demande quelles sont les meilleures façons de faire des redirections sur un site WordPress. J'utilise le plugin redirection, mais est-ce qu'il y a mieux? Alors, l'avantage de ces plugins-là, c'est qu'effectivement, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des notions de développement pour pouvoir les utiliser. Nous, en règle générale, nos équipes font ces redirections-là directement en dev, justement, pour qu'il n'y ait pas de soucis et pour ne pas être dépendant de ce type de plugin. Mais pour le coup, oui, dans WordPress, il y a ce plugin-là qui existe. Il y en a certainement d'autres. Là, je les ai pas forcément en tête. Mais oui, ça peut être une façon de le gérer. Ouais. Sur les plugins de redirection est le meilleur, mais effectivement, faire du dev en direct par le htaccess, c'est forcément c'est un peu plus. Vous avez des redirections qui sont mieux gérées, mais comme l'a dit Naïma, faut avoir c'est plus dev quoi. Faut avoir une connaissance technique pour venir modifier le htaccess un peu plus poussé. Mais redirection est le meilleur plugin de WordPress. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Sinon, on va pouvoir clôturer ce webinaire. N'hésitez pas, donc, comme je disais, à vous inscrire aux prochains webinaires qui sont programmés là jusqu'à la fin de l'année. N'hésitez pas aussi à répondre au petit sondage qui vous sera envoyé par la suite pour récolter vos avis sur ce webinaire. On en a toujours besoin pour s'améliorer et toujours délivrer des webinaires de qualité. Et on reste évidemment disponible chez Adimeo si vous avez des projets de refonte sur lesquels vous aimeriez échanger. Merci en tout cas pour votre présence aujourd'hui. On espère vous revoir nombreux et nombreuses lors d'un prochain webinaire et on vous souhaite du coup une bonne journée et une bonne fin de semaine. Au revoir. Bonne journée, au revoir.